Bonjour Charline Effa, merci d'avoir accepté notre invitation pour fêter la francophonie et également le jour de la femme dans notre association Francophonie Action et Médiation. Et on va bien sûr parler, entre autres, bien sûr, du livre que tu viens de publier, Les femmes de Bidi Bidi, qui nous a particulièrement touchés. Alors, juste un petit rappel, tu es gabonaise, hein, tu es née dans le nord du Gabon. Oui. Tu as fait tes études secondaires et débutes tes études universitaires au Gabon, à Libreville. Et après, tu es venue en France pour faire tes études doctorales, études de littérature. Tout à fait. Donc, qui t'inscrivait dans ce parcours déjà qui te préparait à être écrivaine. Mais tu n'es pas qu'écrivaine, puisque en fait, tu es aussi chef d'entreprise. Et peut-être qu'avant même qu'on parle de littérature, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire deux mots sur ces deux fonctions, cette fonction d'écrivaine et puis cette fonction de chef d'entreprise? Comment ça cohabite? Ça cohabite plutôt bien, même si... D'abord, merci Cathy pour l'invitation et pour cet entretien, pour le fait aussi de faire vivre les œuvres des auteurs issus de la francophonie. Alors, comment est-ce que les deux femmes en moi, c'est-à-dire la romancière et la chef d'entreprise, cohabitent? Elles essaient de cohabiter plutôt bien, même si très souvent la romancière est jalouse de la femme d'entreprise. Je m'explique parce que en fait, j'ai organisé mes journées de sorte que le matin, je commence par écrire. J'écris le matin, ça c'est une journée type, vraiment c'est ma journée favorite. Elle doit démarrer par des temps d'écriture. Et après avoir écrit 2 ou 3 heures, je me rends ensuite dans mon entreprise, l'Institut Diadème, que j'ai créé en 2016. Sauf qu'il arrive que lorsque j'ouvre mon ordinateur et que les personnages surgissent, je me retrouve comme dans une bulle, en train de créer, et quand il va falloir refermer l'ordinateur, les personnages ne sont pas contents. C'est un peu mystique la façon dont je présente tout cela. C'est juste pour dire que parfois il est difficile de passer de romancière, d'écrivaine à chef d'entreprise au cours d'une même journée. Mais je n'ai pas le choix parce que j'ai besoin d'être aussi ces deux femmes-là. J'ai besoin de créer parce que je pense que je suis née créatrice d'abord. J'ai besoin du contact avec les mots parce que les mots me réparent, les mots me restaurent. Ce sont les mots qui ont occupé mon enfance, qui était une enfance assez compliquée. Et c'est par les mots que j'ai été sauvée de cette enfance-là, par la langue française, par la littérature. Et d'un autre côté, j'ai besoin aussi d'avoir une activité professionnelle parce que je suis un peu rêveuse. Si je ne reste que dans les mots, je vivrai une vie trop marginale. Donc j'ai besoin aussi de bien gagner ma vie parce qu'on sait, ce n'est pas un secret, que les écrivains ne gagnent pas toujours très bien leur vie. Donc cette vie professionnelle, j'en ai besoin. Et ce qui est intéressant, c'est le pont que j'ai su tisser entre ce que j'écris, c'est-à-dire mes causes en tant que romancière, qui rejoignent aussi mes causes en tant qu'entrepreneur. Parce que j'écris, ma littérature, mes textes sont orientés autour des femmes, pour les femmes, et mon entreprise aussi œuvre dans ce sens-là. Oui, c'est intéressant parce que j'allais parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être pour revenir très rapidement sur tes romans, tous tes romans parlent des femmes. Soit les femmes au Gabon, dont tu es originaire, ces femmes qui sont très oubliées. Un de tes romans parle justement de la place qui ne leur est pas réservée. Tout à fait. Et puis ces femmes de Bidi Bidi qui ne sont pas au Gabon, mais qui parlent de femmes, de la situation des femmes dans le monde, pas simplement bien sûr là-bas. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir avant, juste un petit détail sur ton rapport avec la langue française? Parce que en tant que gabonaise, tu as forcément d'autres langues. Tout à fait. Et comment est-ce que ça a été naturel d'écrire en français, ou est-ce que tu t'es à un moment posé la question de savoir si tu allais ou non écrire en français ou écrire dans les deux langues? Non, c'est arrivé tout naturellement. Et je pense que chaque écrivain a un peu son histoire qui est complètement singulière par rapport au rapport qu'on aurait avec la langue française. Et cette singularité, elle s'origine dans le socle familial. Moi, je viens d'une famille où il n'y avait pas de livres. Et pourtant, ma mère était institutrice, mais il n'y avait pas du tout de bibliothèque à la maison.
Et moi, je vais apprendre le français dès l'instant où je suis scolarisée. J'apprends à parler le français à l'école. J'apprends à parler français à 6 ans. Je suis scolarisée un peu tardivement. À 6 ans, j'apprends à parler français. Et à 12 ans, j'écris mon premier texte. Je pense que c'est un exploit. Donc l'apprentissage de la langue française, elle va se passer, la connaissance, la rencontre avec la langue française, elle va se dérouler dans un cadre scolaire, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux écrire, créer, transmettre en français, mais je ne pense pas en français. Je vais penser enfant, mais j'écrirai en français. Par contre, je ne pourrai jamais écrire enfant. Oui, il faut dire que ce n'est pas en fait une traduction quand tu fais ça. Enfin, c'est une double pensée. Tout à fait. Il y a la pensée de la femme gabonaise et la pensée de l'écrivaine. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant dans ton travail. Alors, bien sûr, on va parler de ce livre qui nous a passionnés. Tu es partie en Ouganda, tu es partie dans ce camp de Bidi Bidi, et pour parler de ces femmes déchirées, meurtries, qui ont été violentées, qui ont traversé la guerre, etc. Est-ce qu'il fallait absolument, pour parler de ces femmes, est-ce qu'il fallait aller sur place? Est-ce que ton voyage, puisque tu es allé là-bas, est-ce que ce voyage était indispensable? Ou est-ce que, comme certains, d'autres écrivains, tu aurais pu faire de la documentation et écrire sur leur sort? Oui, le voyage, il était nécessaire, il était important. Et ça, je l'ai su après mon retour de l'Ouganda. J'avais commencé justement à écrire un texte avant de me rendre en Ouganda, dans le camp de Bidi Bidi. C'est vrai que j'avais fait des recherches sur Internet, j'avais regardé des vidéos, lu aussi quelques documents sur le camp de Bidi Bidi. Et puis après, j'ai écrit le roman en partant de ça, de ces informations-là. Mais lorsque j'ai terminé l'écriture de ce premier jet, après avoir imprimé le texte, j'ai vu que les personnages n'étaient pas assez incarnés. Il manquait quelque chose aux personnages qui étaient dans ce roman. Et aussi, j'avais besoin d'aller rechercher une forme de légitimité, parce que c'était bien facile d'écrire depuis mon appartement à Paris sur des femmes dont l'histoire m'était quand même un peu lointaine, même si je me sens solidaire de toutes les histoires de femmes, qu'elles soient au Sri Lanka, qu'elles soient à Yamoussoukro, qu'elles soient à Libreville, je me sens solidaire, qu'elles soient parisiennes, c'est mon histoire. Mais j'avais besoin de cette légitimité-là. Et quand je suis allée à la rencontre de ces femmes à Bidi Bidi, il a fallu que j'observe un sourire, qu'un vêtement, que je regarde un vêtement qui pouvait me conter une histoire, que je regarde une coiffure qu'arborait une de ces femmes, les regards, tout ça. J'avais besoin de cueillir toutes ces émotions, toutes ces expressions pour retravailler ensuite le roman. Et j'avoue que après cette excursion à Bidi Bidi, lorsque j'ai repris le texte et que je l'ai retravaillé, comme j'avais l'impression que ces personnages me suivaient et étaient avec moi dans mon appartement à Paris, j'ai retravaillé le texte et je suis partie d'un texte de 100 à 300 pages parce que j'avais de la matière, j'avais les couleurs, les odeurs. J'aime travailler avec les sens. C'était en immersion. Tout à fait. Immersion. Et bien, tu parles, page 73, tu dis « Le malheur des femmes est un non-événement ». Tu vois leur souffrance et dans leur souffrance une affirmation du pouvoir du bourreau et tu comprends pourquoi ça ne change pas. Et là, on sent que le fait d'avoir senti, palpé cette souffrance t'a vraiment fait plonger dans leur réalité qui serait certainement restée un peu abstraite, un peu plus abstraite en tout cas, si tu es resté à Paris. Tout à fait, Est-ce que c'était difficile enfin, on reviendra après sur d'autres points, mais je suppose que ça devait être difficile de recevoir cette souffrance. Oui, c'était difficile. Et pourtant, elles n'ont pas pris le temps de me parler tant que ça. Et à vrai dire, ce n'était pas nécessaire qu'elles me parlent parce que j'avais besoin de les ressentir plus que de les entendre. Mais ça a été difficile parce que dès qu'on arrive dans le camp, je pleure un moment.
parce que je suis une éponge en fait. Je ressens toutes ces douleurs-là. Ouais. Et ce que je ressens surtout, c'est l'impuissance. L'impuissance. Il est très difficile en fait, lorsqu'on veut porter des causes qui sont aussi fortes, de se dire qu'à un moment donné, on aura un résultat positif. À un moment donné, les femmes ne seront plus maltraitées. À un moment donné, les réfugiés ne viendront plus dans ce camp de Bidi-Bidi. Et c'est cette impuissance-là qui me fait pleurer aussi. Parce que je me dis, oui, je vais écrire un texte, je vais rendre hommage à ces femmes, je vais porter la voix des femmes réfugiées, mais j'aimerais tellement faire plus que ça. Mais comment faire en fait? Et en fait, tu fais beaucoup plus que ça. Je te rassure, parce qu'en fait, tu parles pas que de ces femmes dans les camps de Bidi-Bidi qui pourraient être d'autres camps. Ton héroïne, enfin ta narratrice, l'histoire commence à Paris et elle commence avec d'autres fêlures, d'autres souffrances, les souffrances domestiques. Donc c'est pas simplement les souffrances de la guerre, c'est les souffrances aussi domestiques, donc toute souffrance faite sur les femmes. Et tu dis, elle parle de sa mère et elle dit, ma mère avait sauvé sa propre vie parce qu'elle abandonne sa fille. En l'abandonnant, elle se sauve elle-même. Et bien des années plus tard, elle allait trouver ce qu'elle avait fui et qu'elle avait tenté d'oublier dans les yeux des femmes qu'elle soignait. Et c'était comme si ses propres fêlures avaient voyagé dans le temps pour se réincarner dans les corps différents des corps. Et ça, j'ai trouvé ça très beau parce que c'est comme, en effet, on a l'impression qu'il y a un décalage entre les résiliences. C'est-à-dire que finalement, la petite fille qui devient une femme, qui retrouve sa mère, on ne raconte pas l'histoire, évidemment. Elle comprend, elle accepte parce qu'elle sent que sa mère sait elle réconcilier avec elle-même aussi. Et pourquoi est-ce que tu as voulu que cette femme parte et abandonne son enfant? Parce que c'est quand même très fort, c'est assez violent, ça, abandonner son enfant. C'est violent, mais c'était nécessaire pour le roman. Parce qu'à un moment, dans un texte, il faut qu'on aille dans un basculement. Pour moi, il était nécessaire que l'histoire se tienne principalement à Bidi-Bidi. Et donc, il fallait créer un drame. Ça, c'est les secrets d'écrivain. J'en avais besoin. Mais de façon plus profonde, je voulais universaliser le propos. C'est-à-dire que lorsque je parlerai de violences faites aux femmes, qu'on ne pense pas que ces violences ne concernent que les femmes vivant en Afrique. Parce que nous, souvent, les romancières africaines, lorsqu'on nous interroge justement sur nos féminismes, on a tendance à penser que nous sommes devenues écrivaines parce que nous voulons dénoncer l'excision, les mariages forcés et toutes les horreurs qui sont commises aux femmes en Afrique. Alors que moi, en tant que féministe hybride, je suis une femme de l'hybridité, française et gabonaise aussi, je peux affirmer que toutes les douleurs que rencontrent les femmes, les souffrances, on les vit que l'on soit en France, que l'on soit à Ouagadougou ou qu'on soit à Bidi-Bidi. C'était ça le propos, d'universaliser, de rêver à une forme de sororité en fait, c'est-à-dire que toutes les femmes du monde se reconnaissent dans ce roman-là. Et juste dernière question très courte, tu parles à un moment de lapidation verbale, et ça bien sûr, moi ça m'a fait sursauter, mais je l'ai comprise parce que comme j'étais en Afrique du Sud, je t'avais dit, j'avais senti aussi cette violence dans les mots. Est-ce qu'on guérit aussi d'avoir entendu ces mots comme ça? Parce qu'en fait, je pense que l'impact que ça a dû avoir sur toi, comment est-ce que toi-même tu as pu guérir de cette violence verbale que tu as reçue? Alors, est-ce que tu en as souffert et est-ce que tu en as gardé une trace? Tu parles de la violence verbale. Verbale des femmes qui racontent leurs histoires. Disons qu'elles elles ont très peu parlé. Mais en effet, celles qui ont pris la parole, il y avait des choses très violentes qu'elles m'ont racontées. Tu parles de Pierre, voilà, c'est très fort. Voilà, des femmes, ce n'est pas évident de quitter un pays en feu, de traverser la frontière, de faire des rencontres pendant la traversée d'hommes violents et après arriver dans un camp de réfugiés en lambeaux, en morceaux. Donc lorsque j'avais en fait deux cas de figure, entre celles qui ne voulaient pas du tout parler et celles qui me racontaient presque la même histoire, l'histoire de la femme réfugiée qui dit voilà, j'ai trop souffert, j'ai été maltraitée, j'ai été violée, et maintenant j'aimerais reconstruire ma vie. Et il faut dire que oui, cette violence, j'ai mis comme un filtre en fait. C'est-à-dire, voilà, c'était important pour moi de me distancier un peu de ça avant d'écrire en fait,
pour ne pas avoir l'impression que j'étais dans un règlement de compte, et puis aussi pour le lecteur en fait, parce qu'il faut quand même passer les mots au filtre avant qu'ils ne parviennent au lecteur. Oui, justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas un livre violent, contrairement à ce que ça aurait pu être. Il y a certains livres qui parlent de ça et c'est très violent, très difficile à lire, c'est très beau. Et moi, je veux juste terminer sur l'image que tu décris de ces femmes qui sont belles. Et tu dis, à un moment, je ne savais pas que c'est fin. Tu fais dire à ta narratrice, je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi belle, etc. Et je crois qu'il faut garder cette image de ces femmes belles, fières, résilientes, et qui nous donnent beaucoup d'espoir. Mais on ne racontera pas la fin de l'histoire. Tout à fait, Cathy. Merci, Charline, d'avoir accepté ce portrait.